Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous ai introduite en disant directrice générale de Liber Aerospace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, d'être directrice générale? Alors, directrice générale d'une entreprise, ça veut dire s'assurer que tout ce qu'on a promis aux clients, on va le fournir. Donc ça, c'est déjà un gros challenge avec les ramp-up actuels dont vous avez entendu parler sur les avions. Ça veut dire aussi être capable de faire grandir les collaborateurs pour les amener au bon niveau de compétences qu'on attend. Et puis ça veut dire aussi s'assurer que l'entreprise dont on a la charge sera encore là dans 20 ans, dans 30 ans. Donc vraiment construire tout l'avenir de cette entreprise en définissant les bons produits, les bons process, les bons moyens de production, les bons moyens d'essai, enfin tout ce qui fait que l'entreprise sera crédible auprès des clients et tout ce qui fait qu'on aura bien prévu l'avenir et on sera là quand arriveront les prochains appels d'offres. Donc c'est les gens, les produits et l'entreprise. Exactement. Et alors, comment est-ce que vous avez fait? Quelles ont été les étapes de votre parcours pour arriver à ce poste de directrice générale? Alors, je pense qu'on ne se réveille pas le matin en se disant « je vais devenir directrice générale ». En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai eu un parcours qui n'était pas du tout destiné, j'étais pas du tout destinée à être dans une entreprise. En fait, j'étais dans un parcours qui me conduisait vers la recherche. Donc moi, j'étais passionnée à un certain moment de ma vie par tout ce qui était navette, avion, science-fiction aussi. Ça a beaucoup compté dans ma décision de faire de l'aéronautique. Depuis votre jeunesse, ça, c'était une passion? Alors, les avions, la science-fiction, les navettes, oui. Ouais. Après, mon parcours, on en parlera peut-être après, il a été un peu plus chaotique. Mais oui, j'avais toujours ça en moi. J'étais toujours impressionnée de voir comment un avion pouvait décoller. Comment quelque chose de si lourd pouvait se retrouver dans le ciel. Alors, c'est un peu naïf, mais c'était vraiment quelque chose qui m'interpellait. Et donc, non, on ne se rêve pas directrice générale. Et donc, j'ai d'abord commencé par de la recherche. Et donc, quelles ont été les différentes étapes de votre parcours? Vous avez dit que c'était un peu chaotique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, bien sûr, pas en nous donnant le CV, mais en nous racontant un peu quels ont été peut-être les défis, les différentes étapes que vous avez rencontrées. Alors, au départ, j'étais partie, donc je vais remonter très loin dans le temps. Donc, je ne savais absolument pas quoi faire quand j'étais en seconde. Et à l'époque, je pensais même aller faire de la littérature. J'avais passé les concours généraux de... Alors ça s'appelait concours généraux d'éloquence, les concours généraux de français, enfin voilà, j'avais fait ce genre de choses. Et je voulais me diriger, faire Cagne, Hippocagne, enfin voilà, ce genre de choses. On m'a dit, oui, mais peut-être que tu changeras d'avis. Je dis, oui, effectivement, je peux changer d'avis. Et donc on m'a dit, de toute façon, c'est mieux de faire... Alors à l'époque, c'était mieux de faire un bac scientifique. Donc du coup, je suis allée faire ce qu'on appelait à l'époque le bac C, maths physique, en me disant ça m'ouvrira plus de perspectives. Et je me suis dit, comme ça me laissera du temps pour voir ce que je ferai après. Donc voilà, je me suis retrouvée en terminale. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu les félicitations et des mentions et des... Absolument pas. Donc un bac... Voilà. D'un point de vue privé, j'étais très intéressée par un monsieur qui était absolument charmant et je sentais bien que lui n'allait pas avoir son bac, donc je n'étais pas très motivée pour l'avoir moi-même. Donc voilà. Mais vous l'avez eu, donc le bac sans mention, parfait. J'ai eu, donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée et là j'ai dit qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit je vais continuer. J'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique, j'aimais surtout la physique. Et donc je me suis retrouvée dans un DUG à l'époque, donc aujourd'hui c'est une licence. C'est une licence, c'est les 2 premières années de licence. Voilà, les 2 premières années de licence, à faire des maths, de la physique, et j'avais pris l'option audiovisuel. On m'avait dit, mais non, tu devrais prendre l'option maths, comme ça tu pourras repartir vers une école d'ingénieur. Et moi déjà à l'époque, je me disais, mais pourquoi aller vers une école d'ingénieur? Ça, c'était pas, je ne savais même pas ce que c'était de toute façon. Donc, maths, physique, audiovisuel, ça a permis de m'ouvrir l'esprit. J'ai travaillé avec les gens qui étaient dans les écoles d'art, donc c'était très intéressant. Ah oui. C'était l'époque des lancements des premières chaînes privées comme M6, comme voilà, donc il y avait un engouement autour de l'audiovisuel, donc ça c'était plutôt sympa. Et puis deuxième année donc de licence, et là je me dis mais je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc là j'ai passé un peu de temps à l'ONICEP et c'est là que j'ai découvert l'aéronautique en tant que profession. Oui, parce que vous aimiez ça, mais c'était vraiment une passion. C'était une passion dans le sens, voilà, moi j'adorais voir des avions voler.
Mon père me dit que toute petite, il m'emmenait à l'aérodrome du Touquet pour regarder le décollage des avions. Et, ça vient peut-être de voilà, là. c'est peut-être de là. Ouais, voilà. Et donc là, vous avez connecté, ah mais en fait, je peux peut-être en faire un job. Je peux peut-être en faire un job. Et donc, je suis partie. Donc, moi, j'étais originaire du nord de la France. Je suis partie à Marseille pour faire des études autour de l'aéronautique, de la mécanique des fluides. Voilà. Et c'est là, franchement, où enfin les études ont commencé à m'intéresser. Jusque-là, j'étais un peu plus poursuivie par mes études que je poursuivais mes études. C'est une bonne citation. Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment trouver des sujets hyper intéressants. Et notamment tout ce qui était avions supersoniques, les ondes de choc. Une passion pour les ondes de choc, ne me demandez pas pourquoi. Une passion pour la turbulence. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand je vois une cascade, je ne peux pas m'empêcher de regarder les tourbillons. Quand je touille mon café, qu'il y a un nuage de lait, je ne peux pas m'empêcher de faire, alors pour ceux qui connaissent un peu les allées de von Karman, là, vous savez, les tourbillons contre-rotatifs. Voilà, j'ai une petite passion. Je me laisse absorber par les tourbillons. Donc voilà. Et donc là, c'était physique, hein, vous êtes parti sur de la... maths et physique toujours, maths et physique toujours, mais beaucoup de mécanique des fluides, beaucoup de thermique. Et c'est là où je me suis dit que je voulais vraiment creuser ces domaines-là. Et c'est là où je me suis dit, il faut en fait que je fasse des études dans la recherche et que je parte dans la recherche. Donc là, vous êtes parti pour un doctorat de recherche ? Doctorat de recherche en mécanique des fluides, ce qu'on appelle transfert thermique, voilà. Et j'ai travaillé sur la navette Hermès à l'époque, alors qui malheureusement n'a pas vu le jour, mais où j'avais travaillé sur les protections des winglets. Donc les winglets, c'est ce que vous avez au bout des ailes des avions ou des navettes, et sur la protection thermique lorsque ça rentrait dans l'atmosphère. Et donc j'ai fait une thèse qui était à la fois numérique et expérimentale. D'accord. Et après votre thèse, donc vous étiez docteur. Donc docteur, et là en fait, lors de conférences, etc., quelqu'un de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse m'avait repéré et avait fait un dossier pour moi sans m'en parler pour que je fasse un postdoc à l'EPFL. Donc postdoc, ça c'est en gros c'est les CDD après la thèse. C'est le CDD après la thèse et avec un salaire suisse. Donc je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise. Et voilà. Et après je suis partie. J'ai eu la possibilité de revenir sur Toulouse, de continuer en Suisse ou d'aller en Suède. Et je me suis dit qu'aller en Suède, on me proposait un poste en Suède. Alors d'abord, on me proposait un poste chez Saab, qui est un constructeur d'avions. Alors, vous allez voir pourquoi ma vie perso impacte souvent Mais voilà, c'est important d'en parler, je trouve. Oui, c'était à Linköping. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu la Suède, Linköping, c'était à l'époque un peu perdu. Donc, j'ai dit, moi, je veux bien venir travailler pour vous, Saab, mais je ne veux pas être à Linköping, je veux être à Stockholm. Et donc, ils ont dit, OK, on va vous faire un poste à votre mesure à l'université de Stockholm. OK. Et donc, finalement, ça m'a plu aussi, l'université de Stockholm. Ouais. Et donc, je travaille à la fois pour Saab. Et après, j'ai passé les étapes. Je suis devenue professeur associé. J'ai passé aussi mon habilitation à diriger les recherches. Je suis restée 5 ans en Suède. Et mon rêve ultime, c'était de travailler à la NASA. Et j'ai été, le jour où j'ai été invitée à la NASA, parce qu'ils m'avaient repéré aussi dans une conférence. Et donc, ce jour-là, je pense que j'ai bouclé une boucle. Ouais. Et donc, j'ai été à la NASA, j'étais ravie. Et puis après, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et à me dire, je suis allée assez loin dans la recherche. Oui. J'étais arrivée un petit peu au bout des modèles mathématiques. Je faisais des calculs autour de la prédiction justement des modèles de turbulence. Donc regardez comment les écoulements évoluaient autour des avions et des navettes. Et je me suis dit, je suis un petit peu arrivée au bout, qu'est-ce que je fais d'autre? Et j'ai eu la chance, en représentant la Suède en France, les écoles. Donc on était allé à Supaéro. Et il y avait l'ensemble des écoles aéronautiques. Et là, j'avais rencontré quelqu'un de chez Liebherr, donc l'entreprise où je suis aujourd'hui. Ouais. Et je l'avais trouvé passionnant. Et je me suis dit, moi, je veux travailler dans cette entreprise, je veux travailler avec lui, et voilà. Mais souvent, ça tient à une personne qui nous passionne, et on se dit, ah, mais ça a l'air chouette, en fait, ce qu'ils font. C'est ça. Et je vais aller chez eux. Donc, vraiment, c'est parfois juste une rencontre qui fait qu'un petit déclic derrière se passe. Et donc, vous êtes arrivé chez Liebherr, vous avez commencé en recherche, ou qu'est-ce que vous avez fait comme premier job là-bas? Je suis arrivée chez Liebherr, donc déjà, il faut vous le dire, quand vous passez les entretiens, alors il faut remonter 25 ans en arrière, des docteurs en entreprise. Il n'y en avait quand même pas beaucoup. Non. Ouais. Et donc, je faisais partie des premiers docteurs dans l'entreprise.
Et je me souviens du directeur général de l'époque qui m'avait rencontré, avec qui j'avais une discussion passionnante, qui m'avait dit « Mais vous allez peut-être vous ennuyer chez nous ». J'ai dit bah, « Écoutez, je me laisse 1 an, j'ai des articles qui continuent à sortir, je suis connue dans le milieu de la recherche, si je veux y retourner, je pourrais y retourner, et puis je verrai. Ce qui a été dur, c'est en fait, on commence à avoir une petite reconnaissance dans ce qu'on fait. Donc j'avais mon propre laboratoire, on voulait me confier de plus grandes fonctions là où j'étais à Stockholm. Et de se dire d'un seul coup, bon, je reviens à zéro, en fait. Je redémarre à zéro, personne ne me connaît. D'ailleurs, voilà, personne vraiment me connaissait, ne savait pas ce que j'avais fait avant. Il faut refaire ses preuves un peu. Ah bah, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Surtout dans une entreprise comme Liber où ce qui compte, c'est absolument pas les diplômes, c'est ce que vous faites ensuite. Ce qui est chouette. C'est très chouette parce qu'en fait, c'est pas une sélection sur les diplômes, c'est une sélection sur les compétences, bien sûr, mais pas sur les diplômes. Donc on a personne, on n'en peut pas dire qu'il y a, je sais pas, on n'a pas de voie polytechnique. Oui, il n'y a pas de voie toute tracée. Il n'y a pas une voie si on a toute tel tracée. Diplôme, Tout le monde vient avec des environnements différents et en fait, il faut réussir les entretiens. Et ensuite, en fait, on regarde et ce qui va faire que vous allez être promu, entre guillemets, évoluer dans l'entreprise, c'est ce que vous allez faire dans l'entreprise. C'est pas parce que vous avez, à un moment de votre vie, réussi quelque chose que les 50 prochaines années vont être basées sur ce que vous avez fait quand vous aviez 18 ans. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse, en tout cas pour notre entreprise. C'est une richesse parce que c'est vrai que voilà, ce que vous avez dit, passer un diplôme à 18 ans ou avoir une école à 20 ans, ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, 40 ans, on va faire ses preuves et on va travailler correctement. En tout cas, ce sera des jobs dans lesquels on va vraiment bien réussir. Chez Liber, qu'est-ce que vous avez eu comme différentes étapes, parcours? Alors au début, je suis effectivement arrivée, il n'y avait pas beaucoup d'innovation. Et il n'y avait pas beaucoup d'expertise, on va dire, transverse, donc tout ce qui s'appelle l'aérodynamique, la mécanique, les matériaux. Et puis, il n'y avait pas de projet collaboratif. Et moi, je venais d'un milieu où j'avais beaucoup travaillé en international. Donc, je leur ai dit, si je viens chez vous, moi, ce qui est important, c'est de ne pas travailler qu'avec des Français. Je voulais vraiment me retrouver encore dans un milieu international. Et donc, j'ai commencé à construire le premier projet européen de recherche pour Liber. Aujourd'hui, pour votre information, on en a plus de 40. Et on travaille au niveau de l'Europe, au niveau national également. Et c'est des choses que vous avez peut-être entendues, les Clean Aviation, ou quand vous entendez parler du CORAC ou de la DGAC. Voilà, c'est ces projets où on travaille avec tout le monde, en fait. On travaille avec à la fois des industriels, comme donc, les donneurs d'ordre, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, comme Airbus, comme ça peut être Boeing, ça peut être Embraer, Bombardier, enfin tous les avionneurs. On travaille aussi avec tous les autres systèmes équipementiers, comme Thales, Safran, et puis également un certain nombre de PME, et puis aussi tous les laboratoires de recherche et les universités. Académiques, du coup. Donc, il y a vraiment tous les niveaux. Toute la partie académique. Et ça, c'est hyper riche, non seulement en termes de projets, mais aussi en termes de richesse personnelle, parce qu'en fait, on travaille avec des gens de tous les pays, on travaille sur tous les sujets, et donc non seulement intellectuellement, c'est intéressant, mais aussi d'un point de vue personnel, on découvre plein de cultures, donc c'est super, quoi. C'est super. Et donc, quelles ont été les étapes pour arriver à la directrice générale? Donc là, vous aviez créé ce programme de recherche. D'abord, un peu, on va dire, toute seule, à bâtir les projets européens. Donc je passais beaucoup de temps à l'Europe, notamment. J'étais aussi expert européen, parce que comme j'avais une casquette scientifique, ils m'avaient sélectionné pour être expert à l'Europe. Voilà, donc je faisais régulièrement des expertises à l'Europe également. Et puis, après plusieurs dossiers, etc., en fait, en interne, on m'avait repéré. Donc j'avais toujours un œil bienveillant du directeur général de l'époque qui m'avait repéré aux entretiens, je pense, et qui me demandait toujours ce que je faisais après, comment j'évoluais. Et donc là, après, j'ai pris toute la responsabilité de la stratégie des produits de Liber. Et puis après, j'ai repris toute la partie expertise transverse, donc toutes ces expertises scientifiques, en plus de toute la partie montage de projet et la définition de ce qu'on appelle les roadmaps, donc les plans technologiques de l'entreprise. Je vous grille un peu les différents trucs et après j'ai pris la responsabilité de la direction technique et ensuite la responsabilité de la direction générale. Et donc, on a discuté pour préparer cette journée et on a discuté sur le succès. Oui. Parce que vous êtes directrice générale d'une grosse compagnie.
Qu'est-ce que c'est pour vous le succès? Est-ce que c'est justement arriver à cocher toutes les cases qu'on vous dit de cocher ou est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est bien autre chose. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours suivi mon instinct. Alors, on peut se dire que j'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas, j'ai toujours suivi mon instinct et je peux vous dire aussi que j'ai refusé certains postes. On me disait, ce serait mieux de faire ça, tu serais mieux placé dans l'organigramme pour l'étape suivante. Voilà. Et j'ai eu des discours comme ça. Ou alors, on m'a dit aussi, hein, ça c'est important que je le dise, je pense que c'est hyper important de le dire, on m'a dit aussi, quand je suis partie de la recherche, tu vas te planter. J'ai même eu des formations RH quand je suis arrivée dans mon entreprise, donc une entreprise extérieure qui m'avait fait une formation. Ça, c'est assez drôle, je peux peut-être le raconter. Où il y avait un test qui disait comment vous montez un meuble Ikea. Okay, moi, j'adore monter des meubles Ikea, c'est ma passion. J'adore aller chez Ikea, c'est ma grande passion. Et donc, je disais, bah, écoutez, moi, j'achète un meuble, je le mets au milieu de mon salon, je prends la notice, je la lis, je laisse passer quelques jours. J'ouvre le carton, je commence à compter si j'ai toutes les pièces. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de monter des meubles Ikea, vous savez qu'il manque toujours une pièce. Si j'ai toutes les pièces, là, je commence à tout mettre dans l'ordre. Et là, étape par étape, je vais bâtir mon armoire. Et là, le monsieur qui était en formation, qui était un grand visionnaire, m'a dit « Vous ne réussirez jamais dans une entreprise. » Et pourquoi? Mais parce que tous les autres sont partis à fond, ils ouvrent le carton, ils ne regardent pas la notice, ils commencent à monter. Ouais. Bon, donc parfois, il ne faut pas écouter les... Donc, n'écoutez surtout pas ce qu'on vous dira. Les commentaires, ouais. Moi, si j'avais écouté mes collègues, d'abord, je ne pouvais pas réussir dans la recherche. Après, on m'a dit que je ne réussirais jamais dans l'entreprise, que je n'avais pas un profil adapté. La recherche, c'est des temps longs. L'entreprise, c'est des temps courts. On m'a dit que vraiment, mon comportement, c'était pas ce qu'il fallait. J'étais un peu trop direct. Enfin, direct. Je disais un petit peu trop ce que je pensais. Bon, oui, ça m'a sans doute desservi. Je ne veux pas vous dire que j'aurais pas pu arriver plus vite au même résultat si j'avais peut-être eu une formation, une trajectoire plus linéaire. Mais en tout cas, j'ai jamais regretté parce que, et c'est là où on revient au succès. Moi, mon propre succès, c'est de me dire, à chaque fois que je me suis levée le matin, ces 25 dernières années, j'avais toujours envie d'aller au boulot. Toujours. Soit pour voir mes collègues, soit parce que je savais que ça allait être une super journée, j'allais rencontrer des super clients, ou alors j'allais revoir des copains, parce que le monde aéronautique, c'est un petit monde, donc c'est plus des collègues que l'on a à la fin, même dans les autres entreprises, ce sont des amis, quoi. Et j'allais apprendre des choses. Et en aéronautique, ce qui est génial, c'est que tous les soirs, vous rentrez chez vous, si vous avez un doute un jour sur est-ce que je suis au bon endroit, vous dites qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et je peux vous dire que tous les jours, on apprend quelque chose. Tous les jours. Et ça n'a pas de prix. Donc le succès pour vous, c'est de se lever le matin heureux, en fait. Heureuse et d'être heureuse d'aller au travail. C'est d'être épanouie, d'être passionnée, d'avoir envie de faire ce qu'on fait, d'être bien et d'être en accord avec ses valeurs, c'est-à-dire de toujours faire ce qui vous semble le plus juste. Quelque chose d'important aussi, les gens vont vous dire « Ah, vous avez des forces, vous avez des faiblesses. Ah là là, tu as cette faiblesse, il faudrait que tu travailles tes faiblesses. » Non, laissez tomber ça. Vous devez limiter là où vous n'êtes pas fort. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes nul en com, par exemple, oui, il faut que vous essayiez de prendre un peu de cours de communication. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais par contre, si vous avez des forces, vous savez créer des réseaux, vous comprenez immédiatement les sujets techniques. Vous avez une force, vous savez créer des partenariats. Vous parlez super bien anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, j'en sais rien. Exploitez ça à fond parce que franchement, à un moment donné, ce qui va faire la différence, ce sera vos forces. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vos faiblesses, elles soient trop visibles. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit rédhibitoire. Mais vraiment... J'entends beaucoup de gens dire il faut renforcer tes faiblesses. Non, renforcez vos points forts parce que c'est ça qui fera la différence. Et puis allez vraiment vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous tente, vers ce qui vous fait vibrer. Parce que quand vous vibrez et que vous êtes intéressé, en fait, naturellement, vous allez passer plus de temps. Naturellement, vous allez travailler plus fort. Naturellement, vous allez être plus engagé. Et à la fin, forcément, ça se verra, ça sera reconnu. Et il y a des gens qui vont vous repérer et qui vont dire mais bien sûr qu'il faut que ce soit elle dans ce poste-là. Et justement, vous parlez de passion, on parlait de technique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des défis techniques qui vous stimulent particulièrement ou qui stimulent l'entreprise dans laquelle vous travaillez?
Alors on a On voit les l'aéronautique. étoiles dans vos yeux quand vous dites Ouais, ah oui. oui, non, mais l'aéronautique, c'est hyper vivant. Enfin, je veux dire, c'est un monde où il se passe toujours quelque chose. Déjà, le nombre de clients différents. On va de l'hélicoptère, on veut avoir des drones, des hélicoptères, des avions régionaux, des avions d'affaires, des long range. Donc déjà, le panel de ce qu'on fait est très large. On peut aussi parler du spatial, hein, où on fait beaucoup d'entreprises aéronautiques font aussi du spatial. Et donc là aussi, le panel est très large. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est toujours différent. Et là, en ce moment, en aéronautique, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire, vous voyez que la décarbonation, on voit bien qu'on n'a qu'une planète. Tout le monde est convaincu de ça, ou en tout cas, la majorité des gens sont convaincus qu'on n'a qu'une planète et qu'il faut la protéger. Et là, vraiment, il y a un défi majeur en ce moment dans l'aéronautique, c'est la décarbonation. Et moi, je vois beaucoup de gens se détourner de l'aéronautique en disant bon, je vais aller faire, je ne sais pas, du nucléaire, ou je vais aller m'occuper des énergies renouvelables, parce que c'est considéré déjà décarboné. Bah, je dis ok, mais ton défi, il est où? Si c'est déjà décarboné, c'est quoi le défi? Vous allez faire quoi? Vous allez apporter quoi? Là, aujourd'hui, nous, on a un défi majeur, c'est de réussir à faire voler ces avions décarbonés, de faire que ça devienne vraiment une réalité. Et donc là, en ce moment, vraiment, on est tous dans la communauté aéronautique, on a tous envie de faire ces avions décarbonés. Et donc, on dépense une énergie de dingue pour remplacer les avions existants et essayer de faire cette transition. Vous avez dû entendre parler du zéro émission d'Airbus, Oui. voilà, avec l'hydrogène. Alors, l'hydrogène n'est pas là aujourd'hui, ok, mais l'hydrogène, il finira bien par être là. On a des optimisations de trajectoire à faire, on a aussi à réduire la consommation générale de l'avion. Un avion qui est économe en énergie, donc un avion qui ne consomme pas, c'est un avion qui naturellement sera plus décarboné. Donc on a énormément de défis et franchement, c'est vraiment passionnant. On ne sait même pas à quoi ressemblera le prochain avion. Quel type de moteur, quel type de voilure, les moteurs devant, derrière, ouverts, pas ouverts, du composite, est-ce que ça sera en composite, en aluminium, comment on va faire aussi de la data dans cet avion. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, on a énormément de défis et tout ça, c'est des pépites pour s'amuser en fait. C'est vraiment des pépites pour s'amuser. On le sent que c'est vraiment voilà, un terrain de jeu, un grand bac à sable. C'est un terrain de jeu. Ouais. Vous verrez tous les gens qui vont défiler, là, vous voyez que les gens, ils n'arrêtent pas de s'arrêter pour dire bonjour, se faire la bise, se parler, et toi, tu fais quoi? Mais en fait, c'est un monde de passionnés. Et souvent, les gens qui rentrent dans l'aéronautique, ils n'en sortent plus. Ils n'en sortent plus. Il y a beaucoup de milieux où les gens, ils font un peu de tout, ils changent sans arrêt de secteur, etc. Les gens qui rentrent dans l'aéronautique, on n'a plus envie d'en sortir parce que on s'amuse tous les jours en fait. Et justement, pour rentrer dans l'aéronautique, quand on est une femme, est-ce que vous voyez évoluer un petit peu la place des femmes dans l'aéronautique? Alors oui, ça évolue et moi ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes déjà au niveau des écoles, au niveau des formations scientifiques. Après, l'aéronautique, ça va bien au-delà de la science. Hein. Bon, moi, je parle de la science parce que c'est mon domaine, mais dans tous les domaines, les gens ne pensent pas forcément à l'aéronautique, alors qu'il y a toutes les fonctions dans l'aéronautique. Il y a des fonctions financières, il y a des fonctions RH, il y a des fonctions achat. Et je peux vous dire que faire de l'achat dans l'agroalimentaire ou faire de l'achat en aéronautique, ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Et il y en a un qui est beaucoup plus passionnant que l'autre, parce qu'il y en a un, ce n'est pas juste les coûts. C'est aussi aller chercher justement, développer des partenariats sur le long terme. On n'achète pas des rondelles, on achète des produits, on achète voilà, de la valeur technologique. Donc c'est vraiment des métiers aussi, même les métiers transverses sont hyper passionnants. Il y a même des métiers d'artisanat. Il y a même des métiers d'artisanat, oui, il y a certains process, on a encore au niveau de l'artisanat. Et c'est particulièrement vrai dans le spatial. Donc on retrouve tous les métiers. À votre avis, quelles sont les initiatives les plus prometteuses? Est-ce que vous connaissez des initiatives prometteuses pour justement attirer de jeunes femmes dans l'aéronautique? Je pense que les stages qui ont été mis en place au niveau de la 3e et de la seconde maintenant, ça c'est hyper important. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller dans ces entreprises-là qui sont vraiment très ouvertes pour recevoir les jeunes. Ça, c'est déjà une première étape. Je pense qu'il faudrait aussi beaucoup plus former les professeurs à dire aux jeunes femmes, n'hésitez pas à aller vers ces carrières qui peuvent sembler techniques ou scientifiques. Parce que là aussi, moi, j'ai été découragée aussi par certains professeurs qui m'ont dit
tu veux faire des études techniques, est-ce que tu es sûre que tu vas te retrouver toute seule dans cette formation, la seule femme, mon Dieu, mais bon, bah, je peux vous assurer, on survit. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Franchement, Vous en êtes sortis, ça. on survit. Hein. Au contraire, on a beaucoup de gens qui sont bien prêts à nous aider. Donc, je peux vous assurer qu'en tant que femme dans le milieu, si vous êtes toute seule, et de toute façon, vous ne serez pas toute seule aujourd'hui, il y en aura au moins 2, 3, vous verrez qu'on survit très très bien dans des milieux masculins. Et ça apporte énormément, cette mixité, ça apporte énormément. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Ensuite, ne pas hésiter à demander, à faire des candidatures spontanées. C'est ça que j'allais vous demander. À demander des stages, à aller visiter les entreprises aussi, parce que c'est souvent quand on visite qu'on rencontre des gens, et c'est comme ça qu'on tilte. C'est souvent, enfin, une orientation, en fait, c'est souvent un professeur qui nous a marqué, une personne qu'on a rencontrée, à qui on a parlé, des amis, un film, ça peut être aussi un film. Hein, je veux dire, pour tous ceux qui ont vu Top Gun récemment, je pense que pareil, ça donne envie, quoi. Enfin, je vois des têtes qui disent oui dans l'audience. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Et l'avantage, c'est qu'après, c'est un milieu qui est tellement petit que voilà, vous connaîtrez tout le monde. C'est un écosystème hyper bienveillant où tout le monde essaye d'aider tout le monde. C'est vraiment, vraiment, c'est du bonheur. Ça donne vraiment envie. Oui, bah, j'espère. Et justement, là, vous nous avez donné envie de travailler dans l'aéronautique. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes filles qui ont envie de faire la même carrière que vous, qui ont envie de travailler dans l'aéronautique? Alors, moi, quel je dirais, que soit le poste. Ne pensez pas carrière. Franchement, moi, les gens qui me disent, quand je les ai en entretien à 20 ans, qui me disent, voilà, je rêve d'être directeur, je dis, ah bon, pourquoi, en fait? Est-ce que vous savez ce que c'est que le job d'un directeur? Je pense qu'il ne faut vraiment pas prendre les choses comme ça. Il faut aller, à nouveau, là où vous sentez que vous avez des forces et là où vous sentez que vous allez apporter le plus de valeur ajoutée. Moi, il y a des postes que j'ai refusés, qui étaient mieux placés à l'époque, parce que je me disais, OK, je peux le faire. J'aurais pu le faire. Mais un, je me serais ennuyée. Deux, il y avait des gens qui l'auraient fait beaucoup mieux que moi. Et donc, j'ai dit, non, je ne vais pas là. OK, c'est mieux placé, c'est peut-être mieux payé, c'est peut-être... Mais sincèrement, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus que les autres. Alors que dans tout mon parcours, j'ai toujours essayé d'être là où j'avais vraiment envie d'être et là où je sentais que j'allais avoir le plus d'impact, en fait. Et ça, je pense que ça parle beaucoup. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens. Vous savez, il faut trouver du sens, en fait, à sa vie, à son métier. Et vraiment, c'est ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas une carrière que vous allez chercher. C'est là où vous allez trouver du sens, là où vous sentez que ça va vous faire vibrer, là où vous sentez que vous allez être bien, là où vous sentez que vous allez apprendre, là où vous sentez que vous allez vous épanouir. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas une carrière. Et comme on l'a vu avec vous, ça peut se traduire par plusieurs types de carrières au final au long de la vie, des réajustements, des changements. Exactement. C'est pas forcément tout droit. C'est pas tout droit. Et il faut se dire que surtout vous, votre génération, sans doute que vous ferez plusieurs entreprises, sans doute vous aurez plusieurs métiers. Alors surtout, n'allez pas vous ennuyer. N'allez pas vous ennuyer. Enfin, je veux dire, c'est long une carrière. Hein, donc, vous allez voir, vous allez passer beaucoup plus de temps à travailler, parfois qu'avec votre famille. Donc, il faut vraiment vous amuser. Il faut vraiment y prendre du plaisir. Et rapidement, d'ailleurs, peut-être on terminera avec le conseil, mais en termes de balance vie privée, vie personnelle, c'est difficile quand on est directrice générale? Ben, écoutez, beaucoup moins difficile que ce que j'appréhendais. Donc, et là bonne surprise. C'est une bonne surprise, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que du jour où j'ai quitté la recherche, j'ai accepté de ne plus être la sachante. J'ai accepté qu'il fallait que je m'entoure de gens qui en savaient beaucoup plus que moi et qui étaient beaucoup plus performants que moi, sans doute aussi. Et j'ai toujours, en fait, la clé pour monter aussi, si vous avez une envie de carrière dans le sens managérial, c'est de toujours très bien s'entourer. De ne jamais avoir peur des gens qui sont plus brillants que vous. Parce que de toute façon, dites-vous qu'à chaque fois que vous les faites progresser, vous aussi vous progressez. Et donc le delta, il reste le même. Donc j'entends parfois des gens qui disent « Oh, moi je vais plutôt embaucher des gens moins brillants que moi, comme ça je garde le lead. » Mais non, c'est un mauvais calcul. Et plus vous embauchez des gens brillants autour de vous, et plus, entre guillemets, ça se passe bien avec ces gens-là, plus vous les aidez, plus ils vous aideront. Et plus finalement, vous-même, vous serez reconnu dans vos positions managériales. Donc c'est toujours très bien s'entourer, challenger ses équipes, les aider, les faire monter, les faire développer. Il faut qu'ils développent leurs compétences, ne jamais avoir peur de ses équipes.
Au contraire, embauchez les meilleures équipes que vous croisez, les meilleurs membres que vous croisez. Et si vous avez des gens en difficulté, il faut toujours les aider également. Quelqu'un que vous avez aidé, vous savez, il s'en souviendra toujours. Pensez à vous-même. Quand quelqu'un vous a aidé dans votre vie, vous êtes hyper reconnaissant. C'est pareil avec vos équipes. Il y a des moments où ils seront hyper performants. Il y a des moments, ils auront des problèmes dans leur vie perso, ils auront peut-être des difficultés momentanées. Il faut toujours être en support aussi quand vos équipes ne vont pas bien et je peux vous assurer qu'ils vous le rendront au centuple. Est-ce que vous avez un tout dernier conseil avant qu'on termine en quelques secondes? Déjà, il y a des associations comme Elle Bouge et d'autres qui font beaucoup. Si vous avez des doutes, allez dans ces associations, vous rencontrerez des modèles inspirants. Il y a beaucoup de femmes. Il y avait Yannick Aswad qui était là juste avant, qui est pilote de ligne, qui a un super rôle chez Thales. Voilà, c'est des gens comme ça aussi qui peuvent vous faire voir un peu vers où vous pouvez vous diriger. Et puis, je vous le redis, franchement, s'il y a un milieu où il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est l'aéronautique. N'allez pas vers la facilité. Allez vers des entreprises, allez vers des sujets qui où vous sentez qu'il se passe quelque chose et où il va y avoir des vraies transformations. Parce que c'est là où vous allez vous amuser le plus. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous toutes et tous. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Je vais récupérer le micro. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. On va maintenant passer les frontières de la France. Et du coup, je vais me mettre à parler en anglais. So now we're going to go abroad, go to Germany and see how it's happening over there. And we're going to welcome Isabelle Gradert, HO Central Research and Technology at Airbus. Welcome, Isabelle. So I introduced you saying HO Central Research and Technology at Airbus. What does it mean? Well, hello together. But first of all, maybe I need to bounce back. I'm from Germany, but in my heart, I'm a European player, I would say. I mean, working at Airbus, the European aircraft manufacturer is something which makes me very proud and is really something where you need to work across boundaries, across countries, and I'm pretty sure we will come back to that as well. Yes. So what does it mean, Central Research and Technology? So I'm leading the scientific team doing upstream research in a very wide spectrum across all our divisions we have in Airbus. So from civil aircraft, helicopters, and defense and space. So my organization is trailblazing new technologies. We are developing the future competences we need in the company for the specific technologies. And also we are providing the expertise to the business. On top, maybe it's not mentioned in my title, I'm also responsible for the research and technology in Germany. So here I'm really driving the collaboration and innovation across the different stakeholders from academia to companies, startups, and as well governments at this national level. So a whole lot of stakeholders. Yes. How did you get there? So what is your background? How did you become HO, Central Research at Airbus? Yeah, I think for me, I was not the kid, who was super technical or something like that. So it wasn't something you were interested in as a child? No, it wasn't the case. I mean, my father is an engineer, so it seems to me that I'm a bit biased on that end. But at the end, I was growing up at the countryside. My parents raised my sister and myself in order to be curious for new things. We have also, due to my grandfather, who was a wooden wheel maker. So we have as well a lot of handcrafting skills, I would say, and we raised like this. But I wasn't the kid, who was super interested in technologies or in techniques or something like this. But I think curiosity is really the basis for research and science. I think if you're curious, you want to know how it works.
Absolutely. And then I had I went to a humanistic school. Yeah. So I spent a lot of time with ancient Greek, with music, but also with mathematics. When I'm thinking about back how I then get into why have I studied aerospace engineering, I think there are two elements. So first, as I've mentioned already, it seems to be that I was biased by my father, who took me as well sometimes to work. He was working in the automotive industry, so I saw how cool a job as an engineer is. But also I was fascinated by the orchestration, I would say, of aircraft in the air and on ground. So this was something I was always fascinating. So I thought, okay, then let's maybe go to an aerospace study, which I really enjoyed. Yeah. Because as soon as I've started, I was feeling that I'm right where I am. So seeing how I can use then mathematics in order really to calculate things which are helpful for a plane, but overall for society, this was really encouraging for me. So the humanistics education, how do you use it in today's job? Well, we speak English. We don't speak ancient Greek at Airbus. So, but if I'm thinking back, there are a lot of parallels, I would say, because if you learn an ancient language, so usually they have long sentences, and you need to learn to be super structured and work piece by piece in order that you can translate it. So you need to be in the details, but on the other hand, you need to have the overall context in order to understand the situation. So you need to be scientific about it. You need to be in the detail, but also having the big picture. If I'm thinking about my time I'm spending a lot with music, I would see it has a lot to do with teamwork. Because if you see an orchestra, each instrument is excellent on its own. But if you want to see the full magic of a piece of art, of music, everything needs to come together. And this is as well something we experience today at work. And also, I would say, I also learned about mastering the basics. Because if you are a piano player, you don't play every day Chopin. So you do a lot of finger movements in order to train and to master the basics in order to be able to perform when it's needed. So I see there as well a lot of links. And mathematics is really just stay at the facts. You know, sometimes we used to discuss a lot about topics, but at the end, when it comes to physics, when it comes to physical phenomena, there are facts on the table, so it helps me, I would say, the background I'm having. So what are the key moments of your background to arrive to the job you have now? I would say so. First of all, when I studied, I was fascinated by the industry. I mean, I have been offered to do a PhD. But I did already an internship at Airbus. I have seen how I can use what I've learned at the university, how I can use it then for products. And I was fascinated by this. So I haven't taken the opportunity to do the PhD, but directly then started in the industry. And here it took some time to move from a passionate engineer, really in the technical details. I started as a surface technology engineer. So what were you working on? I was working, for example, on new coding technologies in order to have less contamination or less ice formation on the surfaces. But then I've moved towards leading transnational, multidisciplinary teams. On different technologies, on projects and for team leading. Until then, I moved on to more strategic topics, I would say, with defining roadmaps, with defining strategy in the field where I'm today. What helped me really was that
at a point in time, I mean, if you're young, I've started at Airbus when I've been 23, and I maybe was looking like 16. So when you're starting in a company which is still, our industry is still, we can't deny it, it's male dominated still, and I guess we will talk about this as well later. You need to build up as well your own self-confidence. You need to reflect, you need to understand where are your strengths, and you need to be able then to build on that. And this, if you are very young, you need to gain as well experience, because your credibility at work doesn't come like we see it today with the social media world. What you are talking about, it's about how you have performed before in the task you have been allocated or in your positions. What was also very helpful is about learning that you are not alone on this journey. So I had excellent mentors in Airbus supporting me on that way. It has been male and female mentors, and I remember all of them. And I have in a lot of situations when I'm facing a challenge, I'm thinking quite often about my mentor and the tips and things we have discussed, which is very helpful. So is it a program at Airbus, or was it a personal idea to go and like talk to people? No, absolutely. We have a lot of development programs in Airbus, and mentorship is one of them. But it's also going beyond. It's about you build up your own network. Yes. Because we are a huge company, so it's very important that you build up your network in the different parts of the company within Airbus, but of course with the overall ecosystem, in order to be able to engage efficiently and as well support each other, because you are never in the situation to be able to master everything on your own. Exactly. Our products are so complex, so it's important to know the right person you can engage in, you can trust, you can have a conversation before, for example, you're making a decision. So I would say this has been the element super helpful in the development. So the mentors has been super helpful for you to go from what was the title? Service technology engineer. Yeah, exactly. To what you are now. Absolutely. Okay. Absolutely. So that would be an advice. I know we're going to go to advices later, but having a mentor for you, it was definitely defining in your job and in your career. Absolutely. This is something very important, and I really like the fact in Airbus we are supporting this and also looking for mentors who doesn't know you. That's very important, because people know you. They are biased, and they are not so eager to challenge you maybe. So really looking for people you don't know, and as well out of a totally perimeter. So for example, when I'm in commercial, looking for somebody from defense and space. When I'm in research and technology, looking for somebody maybe from I don't know, marketing or manufacturing. So really a totally different area in order to discuss, to learn as well from each other, and to challenge each other. Are you a mentor now? I'm a mentor of a lot of colleagues, and I really enjoy it to pass forward, what I have learned coding within my 16 years career so far in Airbus. Yeah, because you stayed the whole time at Airbus. I stayed the whole time at Airbus. It's so exciting. It's so exciting in Airbus, so you can stay there for long. Yeah, because you have lots of different offices, lots of different jobs possible. So yeah, you can stay forever. Absolutely. I would say we are really this European dream, which have a very large global footprint. We have more than 180 locations, more than 140 nationalities are working at Airbus, and we have more than 1,000 different jobs in Airbus. Yes. So you can spend a lot of time, if you have this passion for the industry, for the product, you can spend a lot of time there, and as well move from one perimeter to the other in order to as well cross-fertilize, I would say, the different aspects. And you'll never get bored. So many subjects. Never get bored, especially because I'm working in research and technology, which is maybe the most exciting part you can be in these times, with a let's say
fourth revolution we are currently in about the decarbonization of our industry. Exactly. So since we are at the Paris Air Lab, so it's the heart of innovation and technology presented here. Actually, if you want to point to some of the things we should go and look at, what are the kind of research and your team's currently working on? And maybe more personally, what is the thing you're the more excited about? And I think, first of all, what's great today, we can build on the work our colleagues have done already in the past. Because when we're looking at our today's products, the latest generation of aircraft, they are around 25% more efficient than the generation before. Wow, okay. Which is great, because when we deliver today an aircraft, we immediately reduce, and by substituting an old, we immediately reduce the environmental footprint. So this is the beginning and the start of the decarbonization journey. But of course, this is not enough. We are looking for more contribution here, and technologies play a key role. So what I really like in the Paris Air Lab, we have really the vast majority of these bricks we need. Starting, of course, with a propulsion system. You see there with an open rotor technology, for example, but also we are looking at ultra-high bypass ratio technologies in order to have a more efficient flight. Because the more efficient it is, the less emissions you have at the end. But that's not the only. It's also, we are looking at how to make the flight more efficient itself from the aerodynamic perspective. So you have here on the side a wing demonstrator. Oh yes. You might have seen it with a foldable wing tip. Yes. Why is it foldable? Because the aerodynamics gets more efficient the longer the wing is, and the thinner, let's say, it is. But we have constraints, because we would like to enter a gate at an airport, and there is a box of 36 meters. So if we want to go larger, we need to make sure that we fit to the box at the gate, and then when we are on the runway, we can unfold, that's the idea, and have a larger span. And actually there is a VR experience, I think, about the wings. Absolutely. Which is really, really cool. Yeah. What else? Oh, sorry. Yeah, we can continue just here on the other side. It's about the structures we have, because here we can really look at new lightweight materials in order to reduce the weight itself. The weight you don't need to cover or carry with you. More efficient, less emissions, again. Absolutely. And here we're looking at, of course, as well, composite technologies. Here you see a demonstrator. And here the fuselage demonstrator, which is a full thermoplastic fuselage demonstrator. We have worked with 13 partners in frame of Clean Aviation. It's a demonstrator. It will never fly like this. What's really fascinating with this demonstrator is that we have competitive technologies in one demonstrator in order to really push the boundaries for high rate production. And the last I would like to mention is on the right-hand side here. You see a demonstrator for the systems of tomorrow. Systems really having shared resource platforms for energy, for data, and for connectivity. Amazing. So you can go around and see all the different things we talked about. What is the technology, so here or in general, that you are personally the most excited about? I think as an aerospace engineer, you are most excited about what we are doing and how we are developing with our Zero-E program, so a hydrogen-based aircraft. Because with using hydrogen, you will reduce the CO2 emissions, you reduce NOx, and you also have the opportunity to avoid or reduce significantly as well the contrails. We have focused now really on looking at the fuel cell technology, then together with the storage of liquid hydrogen and the distribution system, and all of this together
will be a full electric flight. And this is something which Wow. is super exciting. Yeah, this is exciting. And we hear a lot about AI. You didn't talk about that. Is it a topic in research? Absolutely, it's a topic. AI is a topic for all the industries. Yes. For us, it's not only a trend; it's really a strategic priority we have worked on for decades now, I would say. AI, we use AI or explore AI now more to assist the pilot during the flight. Wow. So in order to support the pilot, especially in high workload situation, AI can, for example, recognize the runway, could recognize obstacle, could support on automated taxiing to the gate. So all to improve the safety and also improve the efficiency of the overall gate-to-gate mission. And you are creating some artificial intelligence at Airbus. Yeah. Absolutely, Programs. Absolutely. We do. We have the machine learning engineers doing, of course, the overall model. But here specifically, I think what's very important for the aerospace is the safe aspect. Yes, it's not like number one priority, It right? can be okay. It must be Safe. deterministic. Correct the AI algorithm, and this is something we are doing by working on trustworthy AI in order to ensure that whatever technology, it's not only for AI, whatever technology comes to the market, arrives in our product as an innovation, is a safe technology. That's amazing. Like, you know, it's putting sparkles in my eyes just hearing about all the techs and all the things that you can see. And we feel as well that you're really passionate about that. For the young women, like, do you see because you've been at Airbus, but you probably see, like, you know, all the industry. Do you see an evolution in the women's place? Because today is women in aero and spatial, so back to that subject. Do you see an evolution in women's place in the airspace industry? Yeah, absolutely. I can see it. I mean, are we where we would like to be in a balanced situation? No, we are not. But I think what's important is to look at the figures where we are today and how the needle is changing. And we could see in Airbus, of course, we are having a look at the numbers. We can see that, for example, we have an increase in the last 4 years of 3% of women in Airbus overall. Which is very encouraging. But it doesn't come, I would say, for free and naturally. Yeah, so it's Airbus work. is engaged in Yeah. a lot of activities, starting really at schools already in order to promote the STEAM, scientific, technology, Yeah. engineering, mathematics Yes. careers. We go to special women career fairs with our Airbus ambassadors in order to show what it means to be at Airbus and what are the possibilities of the different jobs which are possible. We have as well on LinkedIn, I don't know if you've seen it, Women at Airbus online. We open our final assembly lines specifically as well for women in order that they can have a look and they can understand what the job of a blue collar is, for example. And then if for the women already at Airbus, in order to further develop them and promote them, we have specific women development programs. Where there are some kind as well in a safe space where they can exchange with each other. I've already mentioned the mentoring. Yeah, the mentoring programs. you mentioned. And we have also an excellent initiative, Women in Engineering, where as well in the different countries at a national level, but as well transnational, women coming together from high technical roles in order to exchange and share and learn from each other. Was it a challenge for you to be a woman in this industry? Sometimes it's a challenge, sometimes it's a plus, because since you know you're the only one, you know, people can also help you. Yeah, I think so. At Airbus, for me, it was not a challenge. When I'm thinking back about my time at university, it was quite intimidating at the beginning. Yeah. I mean, being in an audience of 600 people, where 30 of them have been women,
This is something you need to get used to it. I would say you need to learn how to handle this situation. You need to get some kind of a self-confidence. Yep. But if you gone through this at a point in time, You're good. then you're okay. And I can just say in Airbus there is no difference if you are a man or a woman. I'm leading the scientific organization, and I can tell you I have incredible women who are experts in the field, for example, of mathematics, of artificial intelligence, or who are working on quantum sensing, who are in the materials. For us, there is the same opportunity for women and men. And for you also, how was it to balance? We discussed about that when we prepare your work and life. So is there a work and life balance? I think this is a very important topic for women especially. So I have 2 kids. My daughter is 7 years old. My son is 10 years old. And this is something you need also to learn how to handle. Yeah. I was hearing a lot about work-life balance, and I really don't believe in this concept. Yeah, it's what because being scientific, a balance, you have a scale, and you have something which is better than the other, or which needs to be in balance, and everything which is related to my family and the kids. It can never be balanced or more important than what I've seen in a professional life. So for me, it's about prioritization. Sometimes there are moments where the professional life is more important. I mean, I'm here a full week at Paris Air Show. But sometimes there are also the moments where it's very important that I'm in the morning at a school because there is a theater play or something like this. Yeah. So for me, the term work-life balance doesn't work. It's more work-life integration. Yeah. And we need to learn as well to speak up and don't feel ashamed about it when there is a large blocker in the morning because I want to go to school to see my kids. But at the same time, I'm quite often on business trips or at evening events where I don't see them. But nobody will solve this issue for you. So this is, I think, it's a very important message for young women. It's up to you to define the rules with the people you are working with. So if you don't define it, nobody else will do it. Yeah, and people won't really take that into account. Yeah. So you need to define the rules and how you work. So how? What I just wanted to add, because I've missed on this point, I mentioned all the initiatives we are doing at Airbus. What I really like, what I really like to see is that it's working. So we see the results, because if you're looking at our colleagues beyond the age of 30, we have a much higher percentage of women. Okay. So you see the pipe is filling, the activities, the measures we have taken in order to attract more women. I would say this is it's an indication that it's working, and now it's about to, of course, keeping the women within the company and further development them so that they can as well grow then into middle management or executive positions. Huh? Okay, so it's working. You said plus 3%? Plus 3% in the last 4 years. Which is a lot, because it's, how much was it at the beginning? It was 18, so we are 21. If you're looking beyond 30 years old, we are above 30%. Wow. So this is something really which is growing, which is great. It is, and it is a lot compared to the industry and some of the numbers that we see around. We have a few more minutes. I would like you to give us a bit of advice and tips, maybe some tips you got, maybe some tips you're giving now as a mentor for young women that would like to do the same, have the same career as you. I think what's important is that you follow your passion. So if you're passionate about something, whatever it is, if it's the aerospace industry, it's great. If it's something else, go for something else. Huh? Yeah. So if you're passionate, you should follow this passion, and you shouldn't watch out what are others saying or what is the ideal way, because there is no ideal way. Yeah. You need to create your own way. But for that, you need to be as well, have some kind of self-confidence.
and in order to be self-confident, I think it's always helpful to reflect as well on yourself. So really exactly knowing what are your strengths, what are your weaknesses, and here building on your strengths. Yeah, just being always aware, I'm in a situation currently which is my weakness situation, so I need to be a bit cautious about this. Yeah. But otherwise, just building on your strengths, because this is the way how you can shine, and it gives you so much energy. And this is the difference. This is where you're going to shine, and this is where you have your spots and your own place. And So- also, I would say be bold, because bold. I see in a lot of situations when I'm exchanging with young women, and I'm asking them always at the end, okay, can you imagine now you have all now a technical background, you will finish university soon. Do you think you will apply at Airbus? And then I'm getting quite often the feedback, no, I think I'm not good enough for that. Really? Yeah, Okay. so but why? If you ask the same question to a man, well, for sure, I will come. I'm the best. I'm now equipped with what I've learned at university, and I will start now. And I think this is something very important. Women need to be more bold, need to take more risk. And when I'm saying more risk, it's be Try. in situations where you are not 100% sure that you know everything. You know, there as well others, you are working in teams. It's okay to ask questions, to ask for support. So therefore, it's more about being bold and moving forward. Yeah, because often I think there is a thing saying that often, you know, in a job description, if you fit, women will only apply if they fit all the boxes. Yes. But you can apply if you don't fit all of them, because you know, you can learn some things, you can work on that. And the men would apply if, I would say, maybe 30 to 50% they fit to the job. Exactly, so- And that's a different approach. And therefore, it's really about boldness and not to be too shy. Yeah? Okay, do you have a last advice, or finding mentors? And that's the thing I think that was really defining for you, I finding think, people. yeah, I think what's really important is that you have the passion for what you are doing. Yeah. So for if I wouldn't wake up every morning and being passionate about my job, to look forward to get to work, to exchange with my colleagues, to work on new technologies, to bring things forward, I would change and I would do something different, because my life with a family, with the kids, is quite complex. If my job would be a burden for me, I would have negative energy. Yeah. But as my job and working together with the colleagues, it's something really I'm passionate about. I'm excited. The stress you have with everything around you is Goes more away. positive stress than a negative one. So So- it's really about the passion you need to have. So success is not a title, it's about waking up every day and being happy Absolutely. to go to work and enjoying that work. Whatever it is, you can change. Absolutely. And, And if you're not happy, it's important as well that you're true to yourself and then change direction. Huh? Okay, thank you. I think we're going to finish on that very positive note. Thank you very much, Isabelle. Thanks for the invite. Thank you.